Le mercato vient tout juste de fermer ses portes et l'actualité a été principalement rythmée par le match du week-end et cette très belle victoire à Toulouse. En dehors de ça, on a aussi des nouvelles très positives sur le dossier Bacola avec un gros retournement de situation. On pensait que la possibilité de le voir signer pro était devenue impossible, mais ce serait finalement en bonne voie. On va revenir là-dessus tout au long de l'épisode d'aujourd'hui en parlant aussi du dossier Verretou à Lyon, de la durée d'absence de Balerdi, du maillot des 125 ans, de l'échec du dossier Bennacer et aussi des réactions d'après-match. Avant de commencer, dites-moi comment vous réagiriez en cas de départ de Verretou à Lyon. Est-ce qu'il faut le laisser partir pour alléger la masse salariale étant donné qu'il n'est plus dans les plans et aussi pour éviter un départ libre sachant qu'il pourra négocier avec son futur club dès le mois de janvier? Ou alors faut-il le réintégrer étant donné qu'on ne peut plus recruter d'autres milieux de terrain en dehors d'un joker ou d'un joueur libre? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur les réactions d'avant-match en commençant par l'analyse de Roberto De Zerbi. Le coach a souligné que l'OM avait fait une bonne première mi-temps en se procurant de belles occasions, en marquant 2 buts et en étant performant en 1 contre 1 avec Greenwood qui apporte toujours beaucoup dans cet exercice-là. J'ajouterais même que la relation entre Luis Enrique et Quentin Merlin sur le côté gauche a joué un rôle très important dans la victoire de samedi parce que clairement ils combinent très bien, ils se trouvent de mieux en mieux et c'est une très bonne chose de voir les automatismes se mettre en place progressivement. La réaction c'était aussi l'occasion de revoir le perfectionnisme de De Zerbi qui explique qu'il n'est pas satisfait par le but encaissé et qu'il fallait améliorer la mentalité de l'équipe. Il a aussi rappelé que Toulouse était une équipe bien organisée et agressive. On s'en est d'ailleurs bien aperçu sur le premier quart d'heure qui n'a pas été évident du tout. Ils étaient juste techniquement en trouvant facilement leurs attaquants avec de bons appels de Magri dans le dos de la défense, mais aussi l'impact de Gboo qui a mis Murillo en difficulté sur le premier quart d'heure, un joueur que j'ai trouvé très intéressant depuis le début de la saison, et d'après la tribune olympienne, les dirigeants de l'OM sont attentifs à son profil. Amin Harit s'est aussi exprimé en zone mixte et c'était l'occasion de revenir sur le mercato où il a été annoncé comme un potentiel partant. Il rappelle que dans le foot actuel, il se dit beaucoup de choses et que tout n'est pas forcément vrai ou forcément faux. De son côté, il explique qu'il s'est concentré pour bosser tranquillement en discutant beaucoup avec De Zerbi qui semble compter sur lui comme on a pu le voir sur les 3 premiers matchs. Il ajoute qu'il compte faire une grande saison avec l'OM en reconnaissant son axe de progression le plus notable, être meilleur dans l'aspect statistique, et à ce niveau-là, son début de saison est déjà intéressant avec 1 but et 3 passes D, on espère que ça va continuer sur cette voie. Karim Attab nous donne une info intéressante concernant le groupe. Après la victoire contre Toulouse, le coach et le staff ont décidé de mettre les joueurs qui n'iront pas en sélection au repos jusqu'à jeudi. C'est une bonne chose parce que la prépa a été très intense, ça va permettre aux joueurs de se reposer un peu pour aborder la suite du championnat. À partir de jeudi, De Zerbi et son staff vont travailler avec un groupe plus réduit parce qu'il y a pas mal d'internationaux. Roulier et Carboni avec l'Argentine, Cornelius avec le Canada, Ounahi avec le Maroc, Kondogbia avec la République centrafricaine, Højbjerg avec le Danemark, mais aussi Sternal et Selami avec l'équipe de France U18 et Quentin Merlin avec les espoirs. Concernant la durée d'absence de Balerdi, La Provence et Karim Attab s'accordent à dire qu'il devrait être absent un peu moins d'1 mois, mais il pourrait peut-être revenir pour le match contre Lyon ou contre Strasbourg le week-end suivant. En tout cas, j'ai trouvé que Cornelius l'avait plutôt bien remplacé en se montrant plus rassurant que contre Brest et plutôt propre dans ses relances, donc c'est déjà une bonne chose. Autre info à la suite du match contre Toulouse, Greenwood et Luis Enrique font logiquement partie du 11 type de l'équipe pour la 3ème journée de Ligue 1. J'aurais été surpris du contraire parce que Greenwood a encore fait un excellent match, et Luis Enrique a confirmé sa métamorphose avec 2 passes décisives et un but qui porterait son total à 3 buts et 2 passes D en 3 matchs. Après, est-ce que le but va lui être vraiment accordé? On le saura bientôt, mais en tout cas un tel bilan en 3 matchs c'est vraiment excellent, on n'aurait pas misé là-dessus au début de l'été et c'est très positif. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, mais l'OM va prochainement dévoiler un maillot spécial pour fêter les 125 ans du club. Un maillot qui a d'ailleurs récemment fuité avec le compte Instagram Marseille pour toujours qui a posté quelques photos. Après, le maillot a été vu dans une boutique à Madrid comme on peut le voir sur le compte Twitter Omar Mathieu 13. C'est un maillot que je trouve vraiment sympa avec un look très ancien, un maillot blanc avec un col qui rappelle un peu les maillots que portaient les joueurs de l'OM à l'époque d'Emmanuel Aznar. On retrouve un logo à l'ancienne, l'intérieur du bout des manches qui est bleu avec la date de création du club inscrite dessus. En bas à gauche, on a un rectangle pour commémorer les 125 ans du club avec le logo spécial qui a été dévoilé par l'OM le 31 août. Autre élément à mettre en avant, le logo Puma et le sponsor CMA-CGM qui sont blancs, qui se confondent avec la couleur du maillot et qui sont donc à peine visibles, ça c'est pas mal. Un maillot qui devrait être officiellement dévoilé prochainement et qui sera porté le 14 septembre pour le match de reprise contre Nice. Dites-moi ce que vous pensez de ce maillot spécial dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir vos avis. Je voulais aussi profiter de cet épisode d'ActuOM pour revenir sur l'échec de l'arrivée de Bennacer, parce qu'on l'a rapidement mentionné dans le bilan du mercato sans trop s'éterniser non plus. C'était le gros dossier des dernières 24 heures, mais ça me semblait quand même très compliqué de le boucler en si peu de temps parce que ça dépendait apparemment d'un ou plusieurs départs, et dans le même temps, fallait répondre aux exigences de Milan qui étaient bien ouverts à un départ, mais pas à n'importe quelle condition. La Provence disait même que l'OM s'était mis d'accord avec Bennacer sur l'aspect contractuel. D'après les médias italiens, il aurait fallu se séparer de Meite ou d'autres joueurs comme Verretou ou Chancel Bemba
Bemba et ça s'est pas fait. J'imagine aussi qu'il fallait qu'on prenne en charge la totalité du salaire pendant sa saison en prêt. C'était pas quelque chose d'inaccessible non plus parce que la Gazzetta dello Sport explique que l'accord avec Bennacer portait sur un salaire de 6 millions d'euros annuels. Ça reste très important, mais avec les salaires XXL de Verretou et de Bemba, ça laissait moins de marge de manœuvre pour acter son arrivée. L'OM voulait sans doute une prise en charge partagée pour sa saison en prêt avant de l'acheter par la suite, mais ça ne reste qu'une supposition de ma part. RMC précise quand même que l'OM pourrait revenir à la charge cet hiver. D'ici là, on aura peut-être trouvé une solution pour Bemba, Verretou et même Ulysse Garcia. Ça bougera peut-être pour Unai ou Meite lors du mercato hivernal, donc ça nous laissera un peu plus de marge de manœuvre. Évidemment, Bennacer, ce serait une recrue XXL pour nous parce que c'est un super joueur, on l'a vu sur ses premières saisons à Milan où il était vraiment excellent et indiscutable avant sa blessure, donc à voir si ça va se confirmer en janvier. Dans le prolongement du dossier Bennacer, puisqu'il était considéré comme la clé de son arrivée, Jordan Verretou et sa famille ont été victimes de cyberharcèlement en recevant des menaces et des messages haineux. C'est totalement inacceptable, il n'y a vraiment rien qui peut justifier ça. On peut comprendre la déception de ne pas voir signer Bennacer qui est un super joueur, mais Verretou et sa famille ne méritent absolument pas de recevoir une vague de haine de cette ampleur, et ce serait la même chose pour n'importe quel joueur à qui ça pourrait arriver. Le club a publié un communiqué pour condamner les agissements en rappelant qu'à travers le programme 13e homme, il lutte contre toute forme de harcèlement et de comportements déviants en ligne qui sont inacceptables dans la société en général. Pour revenir à sa situation, il y a une porte qui s'est ouverte au lendemain de la fermeture du mercato. Fabrice Hawkins de RMC affirme qu'il y a des discussions avec Lyon. Verretou serait chaud d'y aller, un transfert qui est faisable parce que les clubs français ont un joker qui leur permet de recruter un joueur qui joue en France en dehors du mercato. L'idée me plaît pas énormément dans le sens où on ne pourra recruter qu'un joueur de Ligue 1 ou un joueur libre d'ici le mercato d'hiver. C'est trop tard pour faire venir Bennacer et en plus ça renforcerait considérablement Lyon. Faut pas oublier que Verretou est monté en puissance sous Tudor et qu'il a été l'une des rares satisfactions la saison dernière. Après, on pourra pas le bloquer pour autant, si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec Lyon, on peut se retrouver dans une position plus que délicate. À partir du mois de janvier, il pourra signer librement dans son futur club, et là on pourra considérer qu'on a tout perdu dans l'histoire. En revanche, il ne faut pas faire de cadeau à Lyon et bien négocier le montant de son départ. On termine cet épisode avec la grosse information des dernières heures et une info qui me fait particulièrement plaisir. D'après les infos de Massilia Zone qui ont été confirmées par la Minute OM dans la foulée, Daryl Bacola pourrait finalement signer son contrat pro pendant la trêve internationale. Les dirigeants de l'OM sont très optimistes, l'entourage du joueur a précisé à Massilia Zone que ça n'a jamais été une question d'argent et qu'il voulait rendre au club ce qu'ils lui ont apporté. Une information qui confirme que les réserves du joueur et son entourage venaient surtout du projet sportif et de son positionnement sur le terrain, lui qui est milieu de terrain à l'origine et qui a été baladé un peu partout. Perso, c'est pas quelque chose que je trouve négatif dans le sens où il est de plus en plus polyvalent, il peut s'adapter à plusieurs systèmes donc au contraire je trouve ça très intéressant. La Provence expliquait pourtant que Bacola et son entourage demandaient un salaire et une prime à la signature colossale. Si c'était vrai, ça aurait été très dommage de le perdre évidemment, mais si t'accèdes à des demandes excessives pour l'un de tes jeunes qui n'a encore rien prouvé au niveau pro, les autres vont aussi avoir des exigences démesurées, donc tu entres dans un cercle vicieux dont tu ressors plus. Apparemment le problème était sportif et pas financier, donc j'imagine qu'il a eu des garanties. Finalement le coup de pression de l'OM semble avoir fonctionné, il avait fait la prépa avec le groupe avant d'être écarté après son refus de signer pro et de repartir chez les U19. Bacola voit sûrement aussi que Sternal, Abdallah, Lafont et Selami font partie du projet et globalement des plans du coach. Ce sera également son cas si sa signature pro se confirme. Une fois sécurisé, plus rien n'empêchera de le lancer dans le grand bain comme pour Sternal. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un jeune qui a énormément de talent, énormément de potentiel, un modèle de précocité qui est aux portes des pros à même pas 17 ans. Ça m'aurait vraiment embêté de le voir partir parce que c'est un grand artisan du magnifique parcours en Coupe Gambardella sur lequel il faut capitaliser. Il était très convoité, notamment par de grands clubs européens, et d'après Massilia Zone, il y a aussi Monaco qui a concrètement tenté de le faire signer pendant le mercato, mais c'est finalement à l'OM qu'il devrait poursuivre sa carrière. On va attendre la confirmation pour en être certain comme toujours. De Zerbi ne rechignera pas à lui donner sa chance s'il montre de bonnes choses au quotidien. On était quand même tout proche de perdre un jeune talent, mais c'est un retournement de situation qui nous fait vraiment plaisir et qui montre que les jeunes sont convaincus de la place qu'ils peuvent avoir dans le nouveau projet. C'est très positif, mais on va attendre la confirmation pour en être sûr et certain. D'ici là, je vous invite à aller voir la présentation de Bacola que j'ai sortie il y a quelques mois si vous voulez le connaître un petit peu mieux. Le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like pour le soutien et pour aider la vidéo à être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Bacola dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos parce que je vais être aussi actif pendant la trêve internationale. D'ici là, je vous invite à aller voir le débrief du match et également le bilan du mercato qui sont sortis ce week-end. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.